Il joue à bisou en papa au top. Il joue pas bisou en papa en tol. Il joue à bisou en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wallou. Ou les passer pour nous mais l'esprit typolo en tête tout. Toujours pas répéter tourner vos stations. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. Bonsoir les amis. Amis IS, amis IES, bonsoir la famille, l'amour pour la famille pour l'amour. Vous êtes dans votre émission préférée, je ne changerai pas de lyrics. Papa, pas géniteur, je répète, papa, pas géniteur, 100%. Parentalité et relationnel, hommes, femmes, adolescents et enfants. Nous-mêmes, en grand, vous savez déjà avec qui je bosse, le top modèle de l'émission, le mannequin. L'égérie. Chaud. Je vous présente Jonathan Rosine. Aujourd'hui en mode Wu-Tang. Ah ouais, en mode Wu-Tang aujourd'hui. Comment vas-tu, Frangé? Ça va tranquille. Tu as qu'à battre mon doux bout, mon bien. Moi ici, comme tout. Comme tous les jours. Comme souvent, comme très régulièrement. Okay. Les lots embouteillages, bon ça, on sait déjà. Donne-moi les échos pour les nouvelles lunettes là. Concernant. Les échos, là, comment ça, depuis que tu as les lunettes, est-ce que le monde a changé? Est-ce que je vois bien? Est-ce que tu vois bien? Je vois mieux. Oui, je vois mieux. C'est ça, c'est la base, hein? Tu penses que la c'est base les des lunettes, hein? Tu penses que c'est les écrans? Sûrement. Moi, on m'a demandé si c'était pour le feeling. Dis-moi de ça. C'est au mieux. Ah ouais, chaud. C'est le feeling là, aussi. Très bien. Vous voyez, ça commence déjà dans la bonne humeur, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler de sophrologie. On a une équipe, un petit duo d'énergie, la Zen Attitude. Moi, c'est comme ça que je les appelle. Dès que je les vois ensemble, connectées, elles sont connectées. Je pense qu'elles feront de grandes choses par là, bientôt. Je préfère dire bientôt. De toute façon, elles savent que je vais déclencher tout ça. Siana et Naoui, vous les avez connus? Non, oui, vous les avez vus. Alors, Siana, peut-être... Attendez, la dernière fois que je vous ai vu, c'était la première fois que vous veniez dans l'émission télé? Oui. D'accord. Donc, vous les avez connus la première pendant il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas. 2 ou 3 semaines, on parlait de la dépendance affective. Je dis que c'était la première partie. Il y aura la deuxième partie. C'est déjà dans le viseur. Ce soir, on va parler de sophrologie. On va parler de mieux-être, on va parler de stress, d'anxiété, de peur, de comment qu'elles sont... Est-ce qu'il y a des techniques? C'est pas moi, là, c'est juste une intro mal énoncée, mais vous avez déjà compris la direction. Mesdames, comment allez-vous, Siana? Je vais bien. On le sent, hein? On le sent, le sourire nous éblouit, c'est bon? Tout le monde est content. On reçoit les émotions, on reçoit. Tranquillement. Oui. Un plaisir de te recevoir. Merci. Naoui, plaisir d'être ici. excuse-moi, tu avais fait... Non, Un plaisir je suis un peu d'être speed. ici. Je m'excuse. Naoui. Pourtant, pas ni café, hein? Naoui. Il n'a pas eu son café. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça? Naoui, deuxième sourire. Mais moi, ça va, super, contente d'être avec vous. Super, ben, un plaisir aussi. Vous voyez quel team je vous ai réservé? Je vous ai. Batman quand même. Alors, Non, pas ça, non, mais on pas ça. Il y a un coup de zéro. On va pas se saouler, il n'y a pas de souci. Non, désolé. Non, c'est nous. Ici, c'est nous, c'est la famille. J'espère que vous avez passé un excellent début de semaine. Je bafouille un peu ce matin, mais... Oh là là, quelle histoire, hein? Bon, bref, beaucoup de faux départs, mais en tout cas, vous avez compris que c'est tellement positif que j'en perds un peu les notions. La sophrologie, on rentre dedans, tranquillement. Je vais vous lire une phrase pour commencer. Avant de lire la phrase, merci Siana, parce que juste avant de commencer l'émission, je tiens à le dire quand même, hein, on a eu une petite pratique, je dirais, de la sophrologie. Un petit aperçu. Et ça nous a fait du bien. Pour ma part, ça m'a fait énormément de bien. Et on va en parler aujourd'hui. J'espère que ça va vous faire également du bien de regarder l'émission, d'apprendre sur la sophrologie. Olivier va préparer sa petite phrase là, tranquille. Et puis voilà, vous savez déjà, vous êtes dans votre émission Papa Géniteur, et puis nous partir. Eh bien, il est parti. Si prie. Si pas compris, qu'il est pris. En grand. Ah ben, mais toi, je m'en dis, la phrase là tombée là maintenant, tu vois. Si je vous dis, si je vais bien dans ma tête, je vais bien dans mon corps. Si je vais bien dans mon corps, je vais bien dans ma tête. Est-ce une science exacte selon vous? Voilà, j'aime ce genre de questions, tu vois. Là, il faut les faire réfléchir, etc. Elles ne s'y attendaient pas, elles s'attendaient à la définition de la sophrologie, pas maintenant. C'est vrai. Voilà. Mais en fait, pour moi, ça fait tout à fait partie, en tout cas, de des principes de l'action positive de la sophrologie. Donc, effectivement, prenons soin de l'intérieur. Le corps va bien, prenons soin du corps. Une science exacte. Et l'idée, c'est de pouvoir nourrir la principale partie.
Alors, on va t'embêter. Il va falloir parler un peu plus fort. Ah, d'accord. Hein? D'accord. Même si on a rapproché Ok. le micro. Oui, sans problème. Naoui, tu voulais rajouter quelque chose? Pour moi, je suis OK avec cette définition. C'est la définition que j'ai de l'alignement. Et mon expérience avec la sophrologie était justement par rapport à un désaxement, un déséquilibre au niveau de cet alignement, pensée, émotion et puis les répercussions tant comportementales, corporelles. Alignement ou bien équilibre? Alignement. Plus alignement. Ma croyance, c'est que pour être sûr qu'à chaque pas, je sois dans les pas qu'il faut, dans les miens, je dois être aligné, pensée, émotion, comportement. Ok. Associer tout cela. Et toi, Jonathan? Et moi, je suis d'accord avec ça. Hein. Être bien dans sa tête, de corps et d'esprit. Et quand on dit qu'on est bien dans sa tête, eh ben, tout se suit. Et moi, je pense que c'est exactement ça. Et même au niveau des humeurs, se sentir bien, être dans une pensée négative ou bien plus dans la positivité, ça se ressent. Ça ne s'explique pas. Est-ce que c'est une science exacte? Je ne sais pas. Je pense que ce sont... Comment il dit ça encore? Patrick Saint-Éloi, Mystère la Via. Ah. Après, il faut danser. Ça, il faut le savoir. Il faut un bon cavalier ou une bonne cavalière. Ou deux bons cavaliers. Bon, bah, ça, c'est le 14 un la bon semaine duo, un prochaine. bon duo. En fait, par rapport à l'idée de la science exacte, ce qui pour moi vient faire le lien entre les différentes parties, donc les différents corps de l'être humain, ce sera cette idée de conscience. Donc, à partir du moment où les choses viennent se connecter entre elles, je pense que ça peut être une science. La conscience, à travers... L'harmonie de la conscience. Ou des C'est-à-dire, consciences. excuse-moi, quand tu dis harmoniser la conscience, C'est lui qui a dit ça, Non, je c'est moi qui crois. ai dit ça. Mais d'ailleurs, ça, c'est la définition de la sophro, hein, basiquement. J'ai fait mes recherches. Ah, J'ai fait mes recherches. effectivement. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir faire les choses en conscience afin de venir créer une connexion entre les différentes parties. d'accord, Puisqu'elles ok. fonctionnent ensemble. Si elles sont là ensemble, c'est qu'elles doivent fonctionner Une ensemble. ramification de tout ça. Et donc, c'est la conscience qui vient un peu réunifier le corps, le mental, les émotions. D'accord, ok. Ok, ben donc voilà. Ben en fait, je voulais vous dire la définition de la sophrologie, mais bon, on est déjà dedans. Donc moi, pour moi, là, d'accord. Moi, quand j'ai fait certaines recherches, j'estime que la sophrologie fait partie d'un écosystème, de l'écosystème de la conscience, justement. C'est-à-dire que je ne sais pas comment il est qualifié dans la société, si c'est juste un outil, ou le sophrologue, c'est juste un aidant. Mais dans ce que j'ai compris dans les techniques, en tout cas, enfin, du moins, pas les techniques. Comment je peux vous dire ça? Ce qui pourrait amener à demander de l'aide à un sophrologue, c'est vraiment ce qui est intrinsèque, ce qui nous constitue, c'est vraiment intérieur, en fait. En tout cas, quasiment dans sa globalité. Maintenant, il y a effectivement, on vit quand même dans une société qui nous envoie un tas d'énergie, d'idées reçues, etc. Et ça aussi, on peut les intégrer à nous ou pas. Et ça peut créer un petit conflit, un petit conflit d'émotions, de définition, d'attitude, etc. Donc, comment on peut avancer avec la sophrologie? C'est-à-dire, avec la sophrologie, comment vous pourriez... Est-ce que pour vous, c'est juste une aide ou ça devrait faire partie intégrante de notre manière de fonctionner? Quand je t'entends, Olivier, j'entends beaucoup aussi, je perçois beaucoup l'énergie aussi. C'est pour ça que L'énergie qu'on reçoit et l'énergie qu'on donne. la transmission et la réception? La réception de tout ça. C'est pas moi la sophrologie. Non, mais par rapport à Par rapport à ce que tu dis, pour ma part, je ressens beaucoup, j'entends beaucoup d'énergie par rapport à ça. Ok, mesdames. Oui, alors moi, je vais vous partager mon expérience. J'ai une sophrologue, je suis suivie par une sophrologue. Oui, exact. Donc, je suis suivie par une sophrologue pour la petite histoire, pendant 2 ans, je n'arrivais pas à me débarrasser d'une colère qui impactait mes pensées, mon corps, qui impactait tout.
Mais vraiment tout, j'arrivais pas à prendre du poids même. Et je suis... Hasard, il n'y a pas d'hasard en fait. Je suis arrivée chez ma sophrologue et vraiment elle m'a sorti de là et elle m'a inculqué, elle m'a appris une nouvelle manière de vivre et d'appréhender le monde. Et là, je rejoins Jonathan quand il disait, est-ce que c'est un aidant ou est-ce que ça devrait être une manière de vivre? Alors, pour ma part, j'estime que ça devrait être une manière de vivre. Par rapport à la première question, est-ce qu'on est obligé d'être malade pour aller voir un sophrologue? Non, je ne suis pas malade. J'étais juste en colère. Tu étais juste en colère, voilà. Oui, et là, la colère, je ne l'ai plus. Tu ne l'as plus. Mais j'ai mon rendez-vous chez ma sophrologue tous les 15 jours. C'est important. C'est important et c'est parce que... Pourquoi juste tous les 15? C'est parce que financièrement, voilà. Financièrement, je ne peux pas chaque semaine. Mais si j'avais pu, ça aurait été chaque semaine parce que ça fait partie maintenant de mon équilibre de vie. Alors si, ce sont des choses que j'aurais pu faire parce que elle autonomise beaucoup. Je suis hypnopraticienne, donc tout ce qui est respiration, visualisation, je connais. Mais ma sophrologue m'apporte une espèce de confort de vie et puis c'est un petit nuage en fait. Elle me facilite ma sophrologue tous les 15 jours, ça me facilite la vie. C'est un bol d'oxygène, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un bol d'oxygène et réellement, comme je vous dis, je pourrais prendre le temps de le faire. Je n'ai pas le temps ni de faire, ces temps-ci, je n'ai pas le temps ni de faire des visualisations, ni de voilà. C'est mon bébé que je lui ai laissé. Il est entre de bonnes mains et tous les 15 jours, je viens prendre ma bouffée d'oxygène. Tous les 15 jours, je viens prendre la recharge en fait. Et c'est réellement ça. Quand je sors de chez elle, je repasse au vert. Je suis sûre. Ton petit nuage. C'est ta hauteur. Pour ne pas dire autre chose. Excuse-moi, Siana, je reviens sur toi, Anna, oui. Pourquoi avoir choisi une sophrologue? Par exemple, parce qu'il y a d'autres aidants, comme psychologue, comme art thérapeute. Alors, je ne suis pas... Avant de continuer avec la définition de la sophrologie. Je ne suis pas thérapie. Non, alors je ne sais pas thérapie. Psychologue, non. Je ne suis pas psychologue. Je suis infirmière à la base. Je vois comment on traite la médecine de corps. Je vois la définition de la médecine. En fait, on vit dans un monde où la médecine, en tout cas dans le monde occidental, la médecine n'a d'existence que s'il y a maladie. La médecine n'est pas préventive. Donc, je ne suis pas très médecine déjà allopathique. Alors, la médecine du cerveau, tout ce qui traite à mon cerveau, non, je ne suis pas en confiance. Donc, psychologue, non, c'est sûr, non. Et puis, je suis très thérapeute. Et ça a été vraiment un concours de circonstances. Ça a été un concours de circonstances. J'ai d'abord essayé un premier thérapeute qui n'a fait que m'enfoncer encore plus dans la colère. On ne donne pas de nom. non, je n'avais pas donné de nom. Je le revoyais la dernière fois où je suis sortie de chez lui. Et j'étais à l'apogée de ma colère, je crois. J'étais à l'apogée de ma colère, donc je me suis dit, bon, non, c'est même pas la peine. J'ai lâché l'affaire et puis le hasard a fait qu'un jour, je me faisais masser. Et j'en parle à la personne qui s'occupait de moi. Et puis je lui dis, bon, je lui parle un petit peu de ce que j'ai, de ma colère et de ceci et de ceci. Et puis il m'a dit, est-ce que tu as essayé la sophrologie? Et là, ça vient comme une évidence parce que c'est quelque chose qui m'intéressait de me former à la sophrologie. Donc j'avais été un petit peu voir. Je n'avais pas une notion claire de ce que c'était, mais j'avais une notion que c'était un outil d'accompagnement qui pouvait aider à la reconnexion à soi-même en fait. Et je me suis dit, c'est ce qu'il me faut parce qu'avec cette émotion exacerbée qui était la colère, j'étais totalement déconnectée de moi. Donc je ne pouvais plus, chaque pas que je faisais, et j'étais dans le doute de est-ce que je suis sur ma voie, est-ce que je suis dans mes pas, et alors que je suis biaisée par la colère. Donc il y avait de fortes chances que mes décisions ne puissent pas être les bonnes et que ce que je choisissais pour moi ne puisse pas être des choses optimales à faire. La colère impactait sur ta vie d'une certaine manière. Ah oui. Ça me biaisait, c'est une émotion. C'est une émotion biaisante. Toutes les émotions sont biaisantes. Il y a une petite phrase qui vous dit « Ne prends jamais de décision dans l'euphorie, ne prends jamais de décision dans la tristesse, ne prends jamais de décision dans la colère. » Parce que les émotions, qu'on le veuille ou non, ça biaise. Il y en a des stimulantes et puis il y en a des négatives, il y en a des limitantes. Et la colère, c'est hyper limitant. C'est hyper limitant, c'est autodestructeur. Et ma sophrologue
m'a sorti de là. D'accord. Toi qui es sophrologue, Oui. par rapport à ce que tu entends, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Comment tu vois? Qu'est-ce qui t'a amené à, Mais, qu'est-ce qui t'a amené à devenir excuse-moi, Olivier, sophrologue? elle pourrait nous dire également la définition de la Oui, sophrologie. mais justement, à travers sa vision, justement. En fait, j'ai posé la question à Naoui si elle voulait partager. On n'avait jamais échangé quant à ça par rapport à la sophrologie. Je savais juste qu'elle était suivie par une merveilleuse sophrologue. Et, Vous pouvez donner son nom, hein, si vous le souhaitez. pas si elle voudra. Ah ben d'accord, si on n'a pas son autorisation, ok. En tout cas, je lui ai proposé de partager avant parce que moi, je suis fan de la sophrologie. La sophrologie fait partie de ma vie, donc je suis praticienne, donc c'est très... je ne suis pas objective là-dessus parce qu'avant d'être sophrologue, j'ai été moi-même sophronisée à plusieurs reprises pour différentes raisons. Après, je me suis formée à ça. Et effectivement, la sophrologie, finalement, ça devient pour certaines personnes un mode de vie. Et c'est ce qui est super important, c'est qu'à la base, on nous apprend, il y a plusieurs cours en sophrologie, mais en tout cas, on nous apprend vraiment... En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pratique, parce que c'est une méthode vraiment psychocorporelle. On va venir, par rapport à la personne qu'on a en face, lui proposer un protocole adapté à elle, adapté à son besoin. Et le but, c'est qu'elle puisse être autonome. Naoui est tout à fait capable, je pense, par rapport aux outils qu'elle a reçus, de prendre soin de la raison pour laquelle elle est venue voir sa sophrologue. C'est moi qui ne veux pas. Comme j'ai dit, c'est moi qui ai fait ce choix. Pour l'instant, Voilà. ma tête est pleine. Et moi, c'était la même chose. En fait, j'avais besoin de continuer à développer, à éveiller, en fait, ma conscience. Donc, la sophrologie, ça s'explique, mais surtout, ça se vit, en fait. Une fois qu'on le vit, une fois qu'on comprend l'apport que ça a, on a les outils pour être autonome, et c'est vraiment le but, afin qu'on ne soit pas dépendant du praticien. Mais plus on va pratiquer, plus on va pouvoir développer cette conscience interne et externe. C'est ce qui est intéressant. C'est ce qui permet de vivre la sophrologie au-delà du moment où on va... Là, quels sont les symptômes travaillés au corps par la sophrologie? Les symptômes. Alors en fait, pour être clair, la sophrologie, tout le monde peut, pour tout, j'allais dire tout et n'importe quoi, pour tout, on peut venir voir un sophrologue. Pour tous les moments de vie. Qu'il s'agisse de la gestion des émotions, des douleurs, d'une connexion à soi, en fait, comprendre où on en est, ce dont on a besoin aujourd'hui, si tout est flou et qu'on ne comprend pas forcément ce dont on a besoin, si on se sent déconnecté, désaligné à nous-mêmes, si on a besoin de poser nos limites, de nous affirmer dans un contexte personnel ou professionnel. Moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est accompagner les personnes en préparation à l'accouchement. En fait, à partir du moment où il y a un événement de vie, la sophrologie a sa place. La seule contre-indication, c'est que les personnes qui sont atteintes de pathologies psychiques doivent avoir l'autorisation de leur médecin pour pouvoir pratiquer. Sinon, tout le monde peut venir dès qu'il y a un moment de changement dans la vie et que ça crée des émotions qui restent là. L'émotion n'est pas censée rester là, elle est censée se transformer. Si on n'arrive pas à transformer les choses, on peut venir voir un sophrologue. S'il y a quelque chose de l'ordre de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur, de la confiance en soi, la gestion à la douleur. Personnellement, avant d'être professionnelle, j'ai pratiqué d'abord pour l'accompagnement à la gestion de la douleur et ensuite par rapport aux émotions. Donc, deux choses assez différentes. Et puis ensuite, j'ai dû continuer par des pratiques régulières. Tu parlais de transformation d'émotions. Qu'est-ce que tu entends par transformation d'émotions? En fait, l'émotion, c'est simplement une énergie en mouvement. C'est une énergie qui est là, qui est en mouvement. Si on la nourrit telle qu'elle et qu'on la laisse stagner, forcément, il y aura des répercussions d'une façon ou d'une autre sur l'un de nos corps. Et donc, il est important de la transformer. Quelque chose qui est en mouvement n'est pas stagne, en fait. Ça ne stagne pas. Donc, si ça stagne, il faut venir la transformer pour qu'elle puisse passer à l'étape suivante. D'accord. Donc, une énergie, si je comprends bien, peut être positive ou négative? Absolument, mais en émotion, du coup, moi, je préfère parler d'émotions agréables ou désagréables. Parce que je ne considère pas que les émotions soient négatives. Par exemple, la colère est vraiment très... Je considère qu'elle est vraiment... Elle peut être force de construction, mais si on s'en imprègne, on n'en fait rien, justement, là, ça devient quelque chose de très désagréable qui peut générer des choses négatives. Quand je t'écoute, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais bon,
que la sophrologie t'aide à avoir une certaine maîtrise par rapport aux émotions, c'est-à-dire que ce qu'on va intégrer, ce qu'on va intégrer en termes d'émotions, et comment maîtriser cette émotion-là, soit en la rejetant ou bien de la maîtriser, soit quand tu parlais de colère, de transformation. Alors du coup, tu me connais avec les mots. Je vais reprendre les mots qui ne résonnent pas forcément par rapport à leur sens dans le propos. Pour moi, ça n'est pas forcément une maîtrise. Je mettrais plutôt une compréhension, un accompagnement, un accueil en fait. Et dans la sophrologie, il y a ce qu'on appelle la phénoménologie. La phénoménologie. On va accueillir en fait tous les phénomènes qui viennent à la conscience sans les juger. Donc ça veut dire qu'au moment où on est en état liminal, il y a plein d'informations qui vont venir, que ce soit des informations par les sens, donc des choses qui vont venir par la visualisation, par les odeurs, par ce qu'on peut entendre, par le corps, les sensations physiques, même des goûts qui vont venir. On va simplement les accueillir sans les juger. Le but, au début, c'est difficile. Ça peut être difficile parce qu'on a l'habitude de penser, et une pensée amène à une pensée qui amène à une pensée. Donc, c'est à nous de venir encadrer et accompagner le sophronisé pour qu'il puisse simplement accueillir ce qui vient sans juger. Et je pense qu'effectivement, c'est ce qui est intéressant parce que ça nous permet d'élargir notre conscience, d'être éveillé à ce qu'il y a, ce qui existe à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Et donc, les émotions, tout ce qui peut venir à nous, on va venir les accueillir pour pouvoir les comprendre. Parce que si elles existent, c'est qu'elles ont des choses à nous dire, en fait. Elles ont une fonction. Elles ont des choses à nous dire. L'idée, c'est de pouvoir être à l'écoute, les comprendre. Il faut être sensible, hein. Il y a beaucoup de sensibilité par rapport à ça. Oui, mais on a tous justement, c'est ça. Cette qualité de... Sensible, il y a sens. Voilà. Ouais. Et c'est souvent ça, par exemple, en termes de sensibilité, qu'on essaye de nous dénuer par rapport à ça, de montrer qu'être sensible, c'est être faible. Et en fin de compte, ça peut être aussi une qualité et une force aussi. C'est une qualité, on paie en soi, en fait. Comment on vit dans un environnement, on nous a, la source nous a, ou bien ce qu'on veut, on a 5 sens. C'est avec ça qu'on paie en soi, c'est avec ça qu'on se fait une idée. Mais une idée complète, totale et holistique de ce qui nous entoure, en fait. Et effectivement, moi, je suis de ton avis que tout est fait, la distraction, le divertissement, tout est fait dans cette société pour que chacun de nos sens soit orienté vers autre chose. Si tes sens sont orientés vers autre chose, ils sont moins orientés vers toi, ils sont moins orientés vers ce qui se passe, en fait. J'aime bien prendre des exemples parce que ma première formation est liée aux enfants et je trouve que c'est beaucoup plus pédagogue comme explication. L'enfant, il appréhende le monde à travers ses sens. C'est comme ça qu'il va comprendre, c'est comme ça qu'il va grandir, c'est comme ça qu'il va maturer. C'est grâce à ses sens. On grandit et finalement, comme tu dis, il y a tout un tas de choses qui nous demandent de devenir insensibles. Il faut être dur, il faut être endurant physiquement. Gérer tout le stress auquel on doit pallier au quotidien. En fait, tout vient pour venir contrecarrer nos sens. Du coup, c'est pas naturel de nos sens. Et donc, parfois, on a besoin de venir se reconnecter et apprendre ce lien, le fait de simplement laisser nos sens. On est des êtres, on a besoin de cette sensibilité. Et c'est vraiment très précieux. Et c'est ce qui va nous permettre d'appréhender le monde d'une autre façon. La jungle urbaine, je dirais. C'est comme un havre de... Ce que tu nous relates, c'est comme si c'était une sorte d'havre de paix par rapport à cette société qui glorifie, comme on parle, l'insensibilité, être plus fort, ne pleure pas. Ça, on le répète dans toutes les émissions, de toute façon. Cette image occidentale qui nous enlève aussi cette part, je dirais, d'humanité, cette humanité qui est en nous, avec cette sensibilité, avec cette fragilité, et puis également qui peut être une force également. Même plus que l'humanité, excuse-moi de t'interrompre, même plus que l'humanité, ça nous retire une forme d'intelligence parce qu'on est très sûr par l'aspect intellectuel de l'intelligence. On entend HPI, potentiel intellectuel, mais on découvre qu'en fait, plus que le potentiel intellectuel, le potentiel émotionnel
est formidable en fait. Et être déconnecté de sa sensibilité, donc de ses atouts de perception, on perçoit à travers nos sens. On percevoir, c'est pas rien, quoi. On perçoit à travers nos sens. Donc à partir du moment où où tout est brouillé, en fait, on a moins de prise, on a moins de prise, et donc on utilise moins, on bénéficie moins de la magie de cette forme d'intelligence. J'ai voilà. compris. Ouais. C'est un peu comme le corps humain. Hein. Si on regarde bien notre corps, tout est lié. À partir du moment où il y a quelque chose, il y a un endroit malade, comment dire, plus rien ne fonctionne correctement, enfin du moins au summum de ses capacités en fait. Et voilà, moi j'aime bien parler d'écosystème intellectuel ou intelligent. Bon bref, j'aime bien l'image de l'écosystème parce qu'effectivement, moi ce que j'ai compris à travers les recherches de sophrologie, c'est que vraiment, à travers nos traumas, nos émotions, le stress, l'anxiété ou certains troubles, on vit à travers une société qui nous ressemble un petit peu en fait. C'est-à-dire que moins on est connecté à nous-mêmes, plus on devient un peu tout le monde. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Qui nous ressemble un petit peu. Oui, je répète, moins tu es connecté à toi, plus tu ressembles à tout le monde. Qui souhaiterait, c'est-à-dire la direction qu'il voudrait nous emmener aussi. Non, toi tu parles d'une vision occidentale, moi je te parle de tout le monde. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand je dis que nous sommes, par rapport à ce que tu viens de dire là, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi c'est quelque chose qui est voulu d'emmener l'individu à ce système-là. Oui, mais moi, alors, je pense pas qu'on parle de la même chose. Ce que je veux dire, c'est que plus tu es déconnecté de toi-même, moins tu te connais, plus tu deviens influençable. Je crois que vous dites la même chose. C'est la même chose? Vous dites exactement la même chose. Sauf que toi, tu mets un aspect un petit peu plus spirituel intérieur et Jonas, c'est plus sur le pourquoi. Mais vous dites exactement la même chose. C'est-à-dire que toi, de côté, tu dis qu'on se perd à vouloir être vers l'extérieur. En fait, on se perd, on est déconnecté de soi. Et Jonathan est en train de te dire que tout est fait pour que, justement, on se perd et qu'on soit déconnecté de soi. Eh ben là, oui, elle a suivi. On avait besoin d'un libre arbitre. La Suisse. C'est bien. Non, donc voilà. Donc voilà, moi si on parle souvent dans les émissions, on parle souvent de trauma et de peur, par exemple. Trauma, alors peur, je te dis, ça fait quelques jours que je parle de la peur avec Naoui. D'ailleurs, on en parlait encore aujourd'hui. La peur, l'anxiété, le stress. Est-ce que c'est toutes ces émotions? Enfin, le stress, c'est une émotion? Non, le stress, c'est pas une émotion. C'est l'anxiété qui est une émotion. Mais ça fonctionne pareil. En fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles par rapport à ça. Allez, m'en posez un col. Anxiété, peur, anxiété, stress, c'est pas tout à fait la même chose. L'anxiété, le stress... Pas tout à fait. Le truc, c'est que le stress en langage commun, oui, à la limite, c'est la même chose. Le stress en réalité n'est qu'une capacité d'adaptation qui est à la base un instinct de survie. Donc, le stress n'est pas notre ennemi. Donc, dans la vraie définition du stress, non, c'est différent. Par contre, le langage commun, le stress du langage commun, oui, on peut considérer que l'anxiété est une forme de stress. Mais tout stress ne donne pas de l'anxiété. Le stress, voilà, en fait, c'est ça, c'est que le stress a plusieurs étapes. Et donc, la première étape est tout à fait naturelle et importante pour qu'on puisse s'adapter. Et ensuite, il y a des phases. Il y a les phases. Donc, c'est la phase d'alarme. Et ensuite, il va commencer à prendre un peu plus de place. Et là, on va commencer à s'y habituer et à s'en imprégner. Et là, effectivement, ça n'est pas du tout le stress dont on est en train de parler. Et ça va venir créer, effectivement, de l'anxiété. Donc, à travers la sophrologie, est-ce que, par exemple, le stress, les peurs, les traumas sont gérés de la même manière? De la même façon, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule stratégie, Absolument seule technique, pas. je suppose. Alors déjà, il y a une diversité de protocoles. C'est vraiment très important. Et 2 personnes peuvent venir me voir parce que... Allez, quel exemple on peut avoir? Moi, je te donne un exemple, là, j'en ai là. Elles ont peur de prendre l'avion. OK. J'aurai 2 protocoles différents. Parce que j'aurai en face de moi 2 personnes différentes. Okay. Donc, il y a un gros travail d'observation de ta part pour pouvoir faire la différence entre les deux. Absolument. En fait, j'aurai un travail d'écoute surtout. On dit les patients? Pas trop, non. Le corps médical n'aime pas trop les patients. Les sophroniser, D'accord, ok. Donc, ok.
Ok. Et du coup, il est important qu'on puisse, parce que cette personne-là a justement des sensibilités différentes, donc ses sens travaillent différemment, le protocole sera différent. Vous comprenez? Parce qu'on va aller passer par ses sens, par ce qui existe déjà, par ses sensibilités premières, afin de lui permettre de créer de nouveaux chemins. D'accord, C'est ok. ce que je dis. Oui, moi, Ok, enfin, ok, je ok. pense avoir compris. Je ne sais pas pour... Non, c'est bon. Bon, de toute façon, ça ne pas les dire ça en live. Comme ça, pas compris. Non, mais c'est OK comme ça, on reprend. Mais l'idée, c'est vraiment... Vas-y, y a pas de souci. L'idée, c'est vraiment d'adapter, en fait, à la personne qui sera en face de moi. Par exemple, une petite fille que j'accompagne qui a 8 ans, je ne vais pas l'accompagner comme quelqu'un de 35 ans qui vient me voir. C'est pas possible. Et même les deux petites filles de 8 ans, ce sera différent. Voilà, ça peut passer par l'observation. Oui, par rapport à la c'est par la perception, compréhension que j'ai de la personne en face de la moi. compréhension par rapport à tout ça. Absolument. Même la maturité aussi de la personne qui est en face. Absolument. Ok. La première Ou approche, l'immaturité. la première approche est très importante aussi. Comment la personne va parler, comment la personne va se comporter, ce que la personne peut dire également pendant, En je fait, dirais, la séance. oui. La perception de tout ça. L'idée, c'est que la personne puisse être la plus naturelle que possible. Plus à l'aise. Tu vois, parce que si elle vient mettre autour d'elle toute une bulle de superficialité ou de je veux essayer de faire croire que je suis autre chose, ça ne sert à rien parce que du coup, moi, je ne vais pas voir la personne que j'ai vraiment en face de moi et donc mon protocole ne sera pas adapté. Pas niger acté là. L'idée, C'est voilà, être c'est rentrer. être vrai. Absolument. Et c'est à moi aussi de mettre l'autre en confiance afin qu'elle puisse comprendre qu'ici, c'est son espace. C'est son espace de sécurité, son espace de soins, son espace d'accompagnement. Et puis, elle sera vraie avec elle-même, avec moi, puis je pourrai lui apporter des outils. Et donc, de façon concrète, justement, la sophrologie va fonctionner avec différents outils. Il y aura de la relaxation dynamique, ça n'est pas de la relaxation en général. Donc, quand on parle de relaxation, il y aura des techniques de visualisation, des techniques de relaxation dynamique. On va passer par le corps pour pouvoir allier, le corps. Quand tu dis le corps, tactilement parlant ou... Alors non, le sophrologue ne touche pas les accompagnés. Par contre, l'accompagné aura des exercices à faire Ok. en fonction du... Des exercices, Pourquoi Voilà. du programme, du protocole. Il y a quelque chose d'important, c'est l'entraînement. Il y aura des exercices à faire à la maison. Moi, j'appelle ça des prescriptions Lamo. Et donc, ce sont des choses vraiment... ce sont des exercices à continuer à la maison. Parce que comme la sophrologie, c'est au-delà du moment au cabinet, comme c'est un entraînement pour pouvoir accompagner sa conscience à s'habituer à accueillir de nouvelles choses, de nouveaux chemins, sa rencontre avec soi-même, il faut continuer à pratiquer même quand on n'est pas en séance. Le yoga se rapproche de la sophrologie. En fait, la sophrologie a été inspirée de plusieurs techniques occidentales et aussi de l'Orient. Dans le yoga, On parle des origines, effectivement. Ben oui, ben, ta question tombe très bien. Si on voulait parler des origines, ben profite. donc en fait, du coup, je vais répondre à ta question par rapport à la question des origines aussi. La sophrologie a été créée par un monsieur qui s'appelle Alfonso Caicedo. C'est un neuropsychiatre à la base. Et il travaillait en fait en psychiatrie. Il s'est rendu compte que les techniques actuelles, les techniques qu'il utilisait du moins dans les années 60, ça a été créé, n'étaient pas suffisantes en fait. L'apport strictement médical, comme Nab disait, n'était pas suffisant. Donc il a intégré d'autres pratiques occidentales. Et puis, en anecdote, c'est sa femme qui lui a permis de créer la sophrologie parce qu'elle était vraiment amoureuse de pratiques un peu plus spirituelles qui se faisaient en Orient. Il est parti pratiquer, il est parti observer, il est parti faire des liens entre ce qu'il faisait et ce qui existait, dont le yoga, le zen et le bouddhisme. Et là, il a pu créer des protocoles avec ces différentes techniques. Tout à l'heure, là, je parlais de... Avant l'émission, on avait fait un travail je dirais, de préparation, d'évacuation, je dirais. Et ça passe beaucoup par la respiration. Absolument. Et c'est omniprésent lors de la sophrologie? Absolument. Il y a des séances dédiées à l'apprentissage, au comment respirer. Alors, tout à l'heure, tu disais que c'est comme un écosystème, en fait. Effectivement, il y a de l'énergie dépensée pour chaque action, chaque pensée. En fait, à chaque fois que le corps existe, il y a de l'énergie qui est en train d'être dépensée. Et la respiration
naturelle, celle qu'on a en étant tout petit bébé, elle est là pour qu'on ait le moins d'énergie possible à dépenser. On accueille le maximum d'oxygène, qu'on extériorise le maximum d'oxygène et qu'on dépense le moins d'énergie possible. Sauf que par rapport à tout notre quotidien, souvent, on respire mal. Quelque chose qui est juste vital, sine qua non, on respire mal. On dépense énormément d'énergie. Donc, on n'a pas d'énergie disponible pour d'autres choses. Oui, c'est-à-dire que la respiration, en fait, n'est pas juste ce qu'on connaît d'elle. C'est-à-dire, bon, vital. Voilà, on est là, ouais, on respire, on ne se pose pas forcément de questions dessus. Il est vrai que selon des situations, je parle par exemple d'un entretien professionnel, il se peut que quelques minutes avant, on est un peu stressé, etc. Et on dit souvent, prenez un bon bol d'oxygène, redescendez tranquillement à votre rythme, un peu comme on a fait avant l'émission. Et effectivement, en inspirant profondément et en expirant aussi profondément, il est vrai qu'on ressent un changement à travers tout le corps. On a l'impression d'être un peu plus léger, ou même d'avoir peut-être évacué le stress plus simplement, quoi. On vient de travailler sur différents systèmes. Le système nerveux, le cardiaque. En fait, le système respiratoire fonctionne en écho avec les autres. Donc, automatiquement, tu agis sur toute la chaîne. La respiration, c'est le seul moyen conscient qu'on ait de faire redescendre la machine, en fait. Quand la machine s'est accélérée, c'est le seul moyen conscient qu'on ait. Donc, tout ce qui va avoir des tendances, en fait, elle permet un switch au niveau du système nerveux. On a un système nerveux qui est là pour l'action et on a un système nerveux qui est là pour tout ce qui est repos, relaxation, création, des choses qui se font dans le calme, mais aussi libido, aussi digestion. C'est pour ça que les gens, quand ils sont stressés, ils peuvent souvent être constipés, parce que ça aussi, c'est un cerveau qui gère ça. Sauf que ce cerveau-là, il est accessible, en fait, quand on redescend la vapeur. Et le seul moyen conscient, c'est pour ça que toutes les thérapies qui s'orientent vers du bien-être, du relâchement, tout ce qui est même relâchement musculaire sur la bascule préfrontale, donc mettre le cerveau intelligent aux commandes et autres, passe par une mise pas au repos, mais une mise en relaxation. Et la respiration est le seul moyen conscient qu'on a de faire le switch au niveau neuro. C'est dommage, hein. Quand j'entends tout ça, souvent le système va nous diriger vers des exutoires qui nous détruisent. Bon, souvent, on va se dire, bon, ça va pas, donc allez boire un cocol, de l'alcool. Je comprends ce que tu veux dire. Là, j'ai capté ce que tu voulais dire. T'as capté. Oui, ça va nous diriger sur des choses qui sont néfastes pour nous. C'est plus nous pour le système. C'est nous qui c'est un choix que tu fais. Si tu veux mais c'est quelque chose qu'on a vu. On t'oriente. Est-ce que quand tu es orienté ou influencé, on peut parler de réel choix? Est-ce que j'ai une obligation de boire l'alcool? Non, je te dis pas non, mais on parle de. On peut pas nier qu'on est placardé. On est placardé, donc tout ce qui est. C'est pour ça que j'ai parlé d'influence. On est placardé par plein de choses. Et si on s'auto-régénérait en respirant un bon coup, ça fait du bien. Ça fait du bien que de prendre peut-être certaines boissons, etc. Bon, nous à dingue, hein, tu vois, je ne vais pas dire le contraire. En fait, c'est un bon exemple. C'est un très bon exemple. Voilà, c'est un très bon exemple. Si je prends, je vais dire les alcooliques, par exemple. C'est simple, hein, quelqu'un dans un bar qui boit une bouteille, c'est pour évacuer, parce qu'il souffre et il cherche un moyen justement de ne plus ressentir un peu ce qu'il ressent. Sauf que c'est toujours éphémère. Une bouteille, ça va, oui, tu vas la consommer, oui, elle va avoir des effets sur toi, mais une fois que les effets s'estompent, ta douleur est toujours là. Et ça va te détruire également à l'intérieur. Et même pendant, c'est-à-dire que même quand tu bois et que tu as l'effet, tu es un peu saoul, tout ça, tu parles énormément, mais tu parles de quoi? Tu parles de ce qui te fait mal, en fait, ce qui te fait mal. Donc finalement, est-ce que tu sors réellement de... Est-ce que l'alcool est le bon outil pour justement se penser, se guérir? Je pense que non. Mesdames. L'exemple était... C'est pas à boire l'alcool. Non, je comprends ce que tu dis, mais voilà, c'est un mécanisme qui a été à disposition à un moment donné. Donc, c'est ce qui a été utilisé. Mais comme tout, consommer des aliments pour pouvoir pallier à nos émotions, aller faire du sport de façon vraiment addictive. En fait, à chaque fois que ça remplace l'état de conscience,
il y a une possibilité, en tout cas, de prendre le temps de revenir à soi. Et effectivement, prendre ce temps-là de conscientisation, ça peut être intéressant pour comprendre le pourquoi je suis en train d'utiliser ce mécanisme-là pour prendre soin de moi. Est-ce que je veux d'autres solutions? Intéressant tout ça. J'ai une anecdote. J'ai eu un couple qui m'expliquait qu'ils ont un enfant hyperactif, enfin, en tout cas, qu'ils qualifient d'hyperactif. Et ils me disaient qu'en fait, ils estiment que c'était leur faute. De par leur passé respectif, parce qu'en fait, dans leur passé, ils ont eu un passé sulfureux, eux deux, indépendamment, bien sûr. Ils n'ont pas cherché à guérir leur traumatisme, leurs blessures. Et pendant qu'elle était enceinte, ils se sont aussi beaucoup disputés. Donc, de par leur vécu et de par leur caractère, il y a eu beaucoup de conflits. Et aujourd'hui, ils ont un enfant qui est très hyperactif. Ils expliquent que, oui, être parent, c'est beau, c'est puissant, etc. Mais que l'enfant, il est à la fois le petit bébé, le petit bijou, et à la fois le petit monstre. Parce que ça les épuise énormément. Et ils se sont résignés, en fait. Ils avouent que s'ils avaient été plus calmes, s'ils avaient mieux géré leurs émotions à des moments précis de leur vie, peut-être que l'enfant n'aurait pas reçu toutes ces tensions, en fait. Est-ce qu'ils ont tort en estimant que l'hyperactivité de leur gosse peut provenir d'eux? Alors du coup, pour pouvoir vraiment répondre de façon concrète, ce qui compte, c'est ce qu'il y a maintenant. Ce qu'il y a maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Parce qu'en fait, les choses ne sont pas... Elles sont pas arrêtées là, en fait. L'idée, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Est-ce que j'essaie de trouver 500 000 réponses d'hier? Ou est-ce que j'essaie de voir les réponses que j'ai aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Le concret. Moi, ça aurait été peut-être construit sans hier? Ah non, mais de toute façon, hier est fait. Voilà, hier est fait. Donc, l'idée n'est pas de culpabiliser sur ce qui aurait pu être fait différemment ou autre. Il ne peut pas être changé. Voilà. Mais par contre, regarder hier, comme tu dis, on ne peut pas faire sans hier, mais pas dans le sens se retourner puis regarder hier en mode mais qu'est-ce que j'ai fait? Par contre, regarder hier, comme le Sankofa, l'Adinkra africain, regarder hier pour pouvoir construire demain en ne refaisant pas pareil, du moins pas pouvoir construire demain, pouvoir construire aujourd'hui en ne refaisant pas pareil. C'est le seul intérêt de regarder ce qui s'est passé hier. Absolument. C'est juste pour ne pas refaire. Et puis l'hyperactivité, c'est vraiment... Aujourd'hui, on dit que tous les enfants sont hyperactifs. Et je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on puisse réaliser quel est l'environnement, qu'est-ce qu'on met en place, comment on accompagne les enfants. Tout est bon pour dire que les enfants sont hyperactifs. Qu'est-ce que c'est vraiment l'hyperactivité? Je trouve que c'est vraiment... C'est dommage de venir tout mettre derrière l'hyperactivité. Dans un sac, exact. Absolument. Moi, c'est un fourre-tout. Et donc, et puis, il n'y a pas de fatalité dans ce qui existe aujourd'hui. Même si c'est très difficile pour les familles, l'essentiel, c'est de pouvoir utiliser nos pensées de compréhension par rapport à hier, c'est vrai. Mais pour aujourd'hui, c'est ce qui compte, c'est aujourd'hui. Le passé a déjà passé. Oui, mais c'est bien d'être conscient de... En fait, ça vient résonner chez eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? C'est eux qui se questionnent. Et je trouve ça beau, en fait, que des parents se posent des questions. Je trouve que c'est vraiment important. On se questionne sur nous, notre parentalité. Mais à quoi ça me sert aujourd'hui? Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non, en fait. Moi, je ne vais pas te dire ils ont raison, ils n'ont pas raison. Absolument pas. C'est leur expérience de leur parentalité qui leur permet de se poser des questions. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on fait? Okay. Alors, juste un retour sur l'hyperactivité. Moi, je rejoins Siana. C'est une espèce de sac fourre-tout. On ne fait pas ce qu'il faut. Mais en fait, le truc, c'est que dès qu'on met une étiquette, on qualifie quelque chose de problème, ça permet de s'en détourner. C'est-à-dire hyperactivité. Non, ça permet de s'en détourner. Hyperactivité, c'est hyperactif. On met là, on sait que c'est un problème, l'étiquette dessus, ça me permet de regarder ailleurs. Ok. Et le truc, parce que... Alors, il y a une émission que j'avais vue où on expliquait, ils avaient fait une expérience humaine où des mamans, on surveillait des mamans ce qu'elles mangeaient pendant leur grossesse. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'avec tout ce qu'on appelle junk food, fast food, que les mamans nourries avec cette malbouffe, en fait, que les enfants étaient plus emprunts à l'agressivité, la violence, qu'on appelle hyperactivité et autres. Donc déjà, ça, c'est juste pendant la grossesse. Après, si on prend en compte tout ce qui est épigénétique,
l'épigénétique va au-delà des 9 mois de grossesse. Il y a qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait manger à nos enfants, rien que ça joue. Donc le sac de l'hyperactivité, c'est vraiment un fourre-tout pour ne pas se poser les bonnes questions. Parce entre les dessins animés, parce que rendez-vous compte, nous, notre génération, sans trop tomber dans les comparaisons excessives, on avait des dessins animés très violents et très hypersexualisés. Je ne sais pas si vous vous rappelez le Capitaine Flamme, des trucs comme ça, ou même les Chevaliers du Zodiac, les filles, elles étaient hypersexualisées. C'est des gros seins, c'est des vêtements hyper moulants, Ken le survivant. Mais vous êtes sérieux, le gars, il explose, c'était violent. On a vécu avec des choses violentes et pour autant, on n'est pas arrivé à ce stade d'hyperactivité et d'hyperagressivité. Il y a plein de choses qui ont changé et plein de choses ont changé en même temps. Maintenant, c'est regarder quelle chose fait que et quelle chose avec S. Et là, on pourra dire qu'on essaye de changer les choses. Mais juste mettre dans un sac en disant c'est l'hyperactivité, mais on ne regarde pas qu'en une génération, les choses se sont hyper accélérées. En une génération, je ne sais pas, moi je me dis que si je vois que le résultat est différent, je cherche dans le calcul ce que j'ai ajouté et retiré qui aurait pu entraîner cette différence. Et ça, ce n'est pas fait. On dit les enfants sont 10, les enfants sont hyperactifs. Ça, c'est des fourre-tout. 10 et hyperactifs. Et comme ça, nous, on sait que c'est un problème. Pathologie, c'est bon. Et puis on regarde ailleurs. Surtout, l'hyperactivité, et dès qu'il y a une étiquette de toute façon posée, tout s'accompagne en fait. Donc tout s'accompagne. Ça n'est pas juste mettre une étiquette dessus et comme dit Naoui, regarder ailleurs. Tout s'accompagne réellement, concrètement, en profondeur. Donc l'idée, c'est vraiment de choisir qu'est-ce qu'on veut mettre en place, se renseigner, questionner. Déjà, se questionner, c'est que c'est précieux. Est-ce que s'accuser fait partie de... Ça sert à quoi? Est-ce que s'accuser, ça fait partie justement du cheminement en fait? Et si ça sert à quelque chose, ça fait partie du cheminement. Quelque chose qui ne sert à rien ne peut pas faire partie du cheminement. Est-ce que s'accuser, ça ne sert à rien? Si tu sais que tu as tort quelque part, tu t'accuses. Et ça dépend. C'est la même chose qu'on dit que Siana disait tout à l'heure. Si tu t'accuses si tu restes dans le passé à dire mince, pourquoi j'ai fait ci, c'était pas bien. Quand tu sais ce que tu as fait et tu avances, c'est plus s'accuser. Tu vas au-delà de l'accusation. Tu te réponds, tu as conscience de ce qui s'est fait, mais tu avances. Pour moi, s'accuser, c'est ne pas avancer. Se poser de mauvaises questions alors qu'on sait comme ça. En se posant une mauvaise question, c'est-à-dire qu'on va dans une mauvaise direction. Je ne crois pas qu'une question peut être mauvaise. Voilà. Je crois que c'est plutôt la réponse qu'on apporte, l'angle de vue, la perception. Mais je ne crois quelque chose qui questionne n'est jamais mauvais. Mais peut-être la réflexion, c'est-à-dire que ce que tu viens de dire là, savoir que... C'est quoi encore ta question? Ma question? I would do. Les parents se posaient la Oui, l'accusation. Est-ce que l'accusation, ça sert à quelque chose ou pas? Oui. Avoir cette réflexion-là peut nous emmener dans de mauvaises directions. Mais du coup, la mauvaise direction, ça a été défini par quoi? Parce que peut-être qu'à un moment donné, on se pose certaines questions, où on a l'impression de venir s'enterrer dans une grotte. Dans une grotte, c'est pas le but. Mais ça nous permet d'avoir une réflexion, en fait. Et on n'a pas à juger si cette réflexion est bonne ou pas. Ce qui est intéressant, effectivement, et ce que moi, je vais prôner, du coup, c'est de pouvoir avoir d'autres perspectives, de pouvoir s'ouvrir à d'autres choses. Et là, je suis en train de prêcher pour ma paroisse. Afin de pouvoir créer de nouvelles connexions. Si on est quelqu'un qui a l'habitude de culpabiliser pour tout, si on est quelqu'un qui a l'habitude de ressentir du rejet, etc., par rapport à nos blessures et notre histoire, automatiquement, notre cerveau a déjà la connexion. Notre cerveau va faire ce qu'il connaît. Si effectivement on a décidé de pouvoir avoir des réponses, se responsabiliser et sortir de ce mécanisme de répétition, on va pouvoir se rendre compte qu'effectivement nos questionnements qu'on a peut-être jugés mauvais nous amènent à réaliser le mécanisme dans lequel on est aujourd'hui, par exemple, et puis nous questionner sur mais d'accord, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est comme un tri. Par exemple. Non, j'essaye de... Oui, je comprends ce que tu veux dire. J'essaye de trouver la bonne réflexion par rapport à tout ça, parce que tu parlais là tout à l'heure du passé, quand on parlait du passé, que est-ce que le passé va résoudre le présent? Mais en même temps, il faut savoir prendre du passé pour mieux comprendre son présent aussi. Vous me dites si je me trompe ou pas. Et donc, j'essaie de trouver la bonne formule pour pouvoir gérer tout cela. Et du coup, pourquoi il faudrait qu'il y ait une bonne formule? En fait, je ne sais plus qui disait qu'à partir du moment où on est d'accord
Là, ça passe par le côté pragmatique des choses aussi. Oui, hein. mais le côté pragmatique... Le côté en pragmatique. fait, N'est qu'un côté. notre réflexion n'a pas besoin de s'arrêter sur une réponse définitive, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Sinon, notre intelligence n'a plus de raison d'être. Oui, j'ai compris. Tu vois? Donc, Comme si on tournait en rond d'une certaine manière, sans pour cela s'ouvrir davantage, voilà, en fait... sans se limiter. Exactement. On n'a pas besoin, je ne crois pas qu'on ait besoin forcément d'avoir une assurance sur tout. L'idée, c'est de pouvoir rester suffisamment ouvert, avoir ses propres fondements qui sont importants dans l'identité, mais de pouvoir être suffisamment ouvert pour ce qui peut venir. Et c'est ça, les phénomènes qui viennent à la conscience. Tu vois? Et moi, je fais mon tri sans jugement aucun. Ça veut dire qu'il n'y a pas... Moi, je ne peux pas te dire qu'il y a de bonnes façons. Tu vois? Ma façon dans mon expérience, mes façons dans mes expériences me sont utiles. Les tiennes le sont pour toi. Donc, il n'y a... Donc, d'un sophrologue à l'autre, les techniques peuvent être différentes, si je comprends bien. Ah non, mais ça, c'est sûr. Comme tout praticien, en fait. On a une formation. Déjà, il y a plusieurs formations différentes. Et puis, on a des protocoles. Et puis, on a nos propres sensibilités, ce qui va nous parler. Comme ça qu'on sait qu'on est entre de bonnes mains, c'est quand même avec la même personne, par exemple moi et ma sophrologue, il n'y a aucune séance qui se ressemble parce qu'à chaque instant, je suis jamais la même. Et pour moi, c'est comme ça qu'on sait si on est dans les mains d'un bon thérapeute, c'est-à-dire que la chose, elle est le soin, ça devient un soin en fait plus qu'une séance, elle est holistique parce qu'elle correspond à ce que je suis à l'instant T. Ah oui, à l'instant T, parce que demain, je ne serai pas la même si j'ai les mêmes problèmes, je ne serai pas la même. Ouais, l'humeur n'est pas forcément Voilà. les énergies ne sont pas forcément les mêmes. Entre ce que tu as traversé avant d'arriver, etc., etc. Ouais, je comprends. Donc, de ce que je comprends, donc, il y a la sophrologie pour les adultes et aussi pour les enfants. Les enfants, ce sera à partir de quel âge? Ça dépendra des sophrologues. On peut faire des séances de sophrologie pour les tout petits. Même avec les parents, ça peut... En fait, ça dépend de l'identité du sophrologue. Qu'est-ce que tu entends par tout petit aussi? Alors, du coup, la sophrologie peut être un outil de médiation. Parce que, même entre le sophrologue et le sophronisé, il y a quelque chose qui se passe entre les deux consciences. Pas directement, mais si j'estime que je vais mettre en place tel ou tel protocole pour toi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a résonné dans ma conscience qui m'explique que ça te sera bénéfique. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a une connexion à chaque fois. Donc moi, là je parle pour moi, dans ma pratique de la sophrologie, ça peut être vraiment une médiation dans plusieurs cas. Ça peut être une médiation entre un enfant et son parent. Un parent qui a besoin d'avoir plus de sécurité, de confiance en lui, de disponibilité pour son enfant ou pour lui-même, la sophrologie, moi je l'utilise beaucoup comme ça en tout cas, afin de pouvoir créer un pont entre le parent et le parent et l'enfant. Donc l'un ne va pas sans l'autre, si je comprends bien. Si j'emmène mon enfant, je vais forcément faire partie du cheminement. Eh ben, ça dépend du pourquoi, de l'âge de l'enfant. Pour te répondre, du coup, on peut accueillir les enfants. Moi, je les accueille à partir de 4 ans, en fonction du pourquoi et de l'état de concentration de l'enfant. Parce que du coup, sinon, je vais mettre d'autres choses en place. Parce que par rapport à mon métier premier, j'ai des petites techniques ludiques et éducatives qui facilitent le moment. Ça, c'est moi. Mais c'est la première question. Je disais que... Oui, le ne va pas sans l'autre. Si l'enfant vient pour quelque chose de précis, si j'estime qu'il est nécessaire que le parent s'implique, je vais le proposer aux parents. Ça dépend du pourquoi, en fait. Mais voilà ce que j'allais poser la question. Le pourquoi. Souvent, les parents qui peuvent emmener leurs enfants, pourquoi ils emmènent leurs enfants? Pour l'instant, les enfants qui viennent, c'est confiance en eux, beaucoup. Peur, concentration. Justement, la concentration, c'est quelque chose qui me touche profondément. J'analyse la concentration, la mienne déjà, dans un premier temps, qui a du mal des fois à vraiment fonctionner correctement. Aujourd'hui, nous avons le portable qui, j'estime, nous déconcentre au plus haut point. J'ai un peu questionné certains professeurs qui m'expliquent que les jeunes ont de moins en moins d'imagination. Ils sont de moins en moins concentrés, mais je ne vais pas fustiger les jeunes seulement, même les adultes. Je prends un exemple tu cherches ton chemin, tu cherches sur Waze ou Google Maps. Il y a des gens, tu vas leur dire tourne à gauche
et tu prends la prochaine à droite, ils veulent absolument regarder sur leur portable, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a plus... Nous qui avons connu, en tout cas, toi et moi, les plus anciens, je ne sais pas, vous avez connu la période... J'abuse, je sais. Nous avons connu la période sans portable, on prenait des repères. C'est vraiment vrai ce que tu dis là. Aujourd'hui, ils ne prennent plus de repères, ils sont plus... Mais moi, je n'ai absolument pas de sorte d'orientation, en fait. Ok. Et je travaille beaucoup sur ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'insécurité et de peur de me perdre. Et je n'ai pas... il y a une étape, j'aime bien dire que j'ai raté une étape dans mon développement psychomoteur. Je pense que c'est vrai, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui ont été internalisées. Et ça m'empêche d'être suffisamment... En fait, ça m'empêche de mettre à disposition ce qu'il faut dans mon cerveau, plus de la confiance en moi à des moments T, quand on va m'expliquer le chemin, etc. En fait, il y a quelque chose qui bug. Et moi, du coup, je n'ai pas connu le téléphone en naissant, mais pas loin après. Excusez-moi. Eh bien, il faut te donner quelques informations. On prenait des repères faciles. Enfin, on n'avait pas le portable. C'est simple. Je te laisse la parole. On n'avait pas le portable. Donc, en fait, on prenait des repères. Moi, j'ai été facteur, par exemple. Enfin, du moins, c'est collecteur, mais c'est un peu la même chose. On me demandait les noms de rue. Je ne retenais pas les noms de rue. Impossible. Tu me dis n'importe quelle rue, je ne sais pas. Par contre, je disais, mais vous cherchez quoi? Quel magasin, etc. Là, je trouve facilement. Et tu vois, on avait ces réflexes de l'arbre. Toi, qui tu connais en plantes, par exemple, je sais pas moi, je vous dis un conseil, hein. Ça te gagari, ça t'entend dans la forêt. Naoui, zéphème, moi, je dis zéphème, naoui, elle s'y connaît un peu en plantes, etc. Tu gagnes en confiance quand tu as quelqu'un qui reconnaît des repères. Là, tu disais que, en fait, qu'il y a un bug quelque part, au moment où tu n'as plus confiance en toi en termes de... Tu ne retiens pas, tu n'arrives pas à retenir l'environnement qui t'entoure. Absolument. Donc, je travaille sur ça depuis quelques années, justement, et les choses sont facilitées. Mais avant, il fallait que je mette le GPS 5 à 10 fois avant d'aller au même endroit. C'est-à-dire que même avec le GPS... Oui, en fait, j'allais avec le GPS une fois, j'allais avec le GPS 2 fois, j'allais avec le GPS 3 fois. En fait, j'allais avec le GPS. Le GPS, en plus, tu regardes le GPS, tu regardes même pas tes repères autour de toi. Donc, ça vient rendre fainéant une partie du cerveau. Non, oui, tu voulais dire quelque chose. Alors, deux choses, quand tu as parlé justement du portable. Alors déjà, le cerveau, c'est comme le corps, il est bon là où il s'entraîne. Donc, effectivement, avec cette facilité d'avoir recours, pour reprendre l'exemple de la géolocalisation, les apprentissages, c'est des connexions cérébrales. Quand on n'utilise plus ces apprentissages, le cerveau déconnecte. Il ne laisse pas des fils branchés qui ne servent à rien. Donc, à partir du moment où on a quelque chose qui nous facilite la tâche, j'ai souvent cette discussion-là, je dis aux gens, on vit dans un monde où on nous a facilité tellement de choses qu'on nous a rendus faibles et plus on nous facilite la tâche et plus on nous crée des incapacités. Plus on nous crée des incapacités, parce que c'est ça, le corps et le cerveau sont bons là où ils s'entraînent. Quand par exemple on entend beaucoup parler de génie africain, et j'aime dire ça, je n'aime pas du tout cette expression-là, mais ils aiment dire ça, le génie africain, quand par exemple ils voient des lieux qui sont peut-être touchés par la précarité, et qu'avec ces précarités, des choses magnifiques sont créées, des choses ingénieuses sont créées. Parce que ça traduit aussi un proverbe qui dit que c'est au pied du mur qu'on voit le forgeron ou un truc comme ça, mais c'est ça. C'est exactement la même chose. Le corps, il est bon là où il s'entraîne. À partir du moment où il arrête de s'entraîner, la connexion se débranche. Donc oui, avec tous ces divertissements, toutes ces choses qui nous facilitent la tâche, qu'on aime, qui nous facilitent la tâche, on perd. On perd de tout et on perd de nous-mêmes. On perd de nous parce qu'à la base, nous sommes des animaux, nous avons ne serait-ce que quelque chose qu'on appelle l'instinct. Mais on est déjà tellement distrait, tellement embrouillé que ça, de plus en plus, on ne l'aura pas. Donc, on sera dans quelques années incapable de savoir, on est déjà incapable de reconnaître une situation de danger extérieur. Si le danger, ce n'est pas un lion, on ne sait pas que c'est un danger extérieur. Donc ça, c'était pour une première chose. Et la deuxième chose, quand tu disais pareil sur le même truc que tu remarques que depuis le portable, moins d'imagination, moins de créativité. Alors l'imagination, la créativité, c'est, je ne vais pas utiliser le mot cerveau intelligent parce que tous nos cerveaux sont nécessaires, mais c'est le cerveau qu'on dit, on va dire le cerveau intuitif.
C'est ce cerveau qui puise dans les 7000 informations secondes que capte notre inconscient pour nous construire des choses, pour mettre des choses à notre portée, sachant que le conscient, c'est 7 infosecondes. Donc, imaginez, 7 infosecondes, 7000 infosecondes. Eh bien, le cerveau, le seul cerveau qui a accès à cette source illimitée de plein potentiel qui encode 7000 informations secondes, ce cerveau, il est réduit à cause des portables, en fait. C'est-à-dire qu'il s'atrophie. L'intérêt de l'ennui. Avant, les enfants s'ennuyaient. L'ennui, non, et je ne vous parle pas de l'intérêt neuro, parce que réellement, il y a quelque chose qui s'appelle le réseau... je me souviens plus. Je me souviens plus du réseau, mais c'est quelque chose qui ne se construit ou qui ne se répare que lorsque la personne s'ennuie. Donc déjà considérer les dégâts juste parce qu'on ne s'ennuie plus. Ça, voilà, juste parce qu'on ne s'ennuie plus, regardez, imaginez déjà juste les dégâts. Mais en plus, l'ennui permettait la créativité. C'est-à-dire qu'avant, tu lâchais un enfant avec plein de Lego là, et puis il construisait quelque chose. Aujourd'hui, tu le mets dans une pièce avec le jeu déjà construit. C'est ça les portables. Donc on n'a plus, c'est cet accès-là qu'on ne permet pas. Et ce cerveau-là, il s'atrophie. Parce que les connexions ne se font plus, on ne s'ennuie plus, donc on ne crée plus. On a ça là, mais le cerveau, il débranche. Le cerveau ne laisse jamais des fils électriques branchés sans raison. Et surtout, quand tu vois, on parle de notre génération, nous, on l'a vécu sans. Donc, notre cerveau, comme tu parlais d'atrophié, c'est bien ça? Atrophié, oui. Atrophié. Ça nous a permis de faire travailler ce cerveau-là, d'avoir des... Souvent, les enfants, ils avaient des compagnons imaginaires, de se vanter des histoires, etc. Et comme on disait, quand on prend le téléphone et tout passe, ça nous facilite, parce qu'on parlait de facilité, mais quand ça facilite, ça vient également d'une demande. Pas forcément. Aujourd'hui, on sait nous créer des besoins. Absolument. Aujourd'hui, on sait, le souci, c'est que c'est ça le propre, l'essence, c'est pas le propre, c'est ça l'essence d'une société de consommation, c'est qu'elle te crée tes besoins. C'est là la puissance d'une société de consommation. Tu ne peux pas rester là et dire aujourd'hui que frère, non. Non, on te crée tes besoins. On te crée tes besoins. Avant, on fonctionnait sans portable. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas vivre sans mon portable. Pas pour l'histoire téléphone, mais pour l'histoire d'Internet. Je suis droguée au fait d'avoir mes informations tout de suite. Je ne supporte plus cette frustration. Avant, tu vois, il y avait une carte ou le dictionnaire. Donc, ou la bibliothèque, il fallait attendre qu'on veuille bien t'emmener à la bibliothèque, passer ta carte ici, récupérer les livres, faire tes recherches. Aujourd'hui, je suis intolérante, c'est-à-dire que je me pose une question là. Si jamais mon portable est loin, quand j'oublie mon portable, je passe des journées exécrables, pas pour les appels, pas pour WhatsApp, je m'en fous. Mais c'est parce que je me pose des questions et puis je suis face à moi-même. Je n'ai pas la réponse à mes questions. Ça, c'est un tort, en fait. Je ne surmonte plus cette frustration. Et cet environnement facile nous crée ça. On ne sait plus surmonter la frustration. On ne sait plus de quoi on a réellement besoin. Tu en as parlé à ton sophrologue? T'as pas de conseils? On cherche d'autres bails. Donc voilà, si je comprends bien, la sophrologie aide à nous reconnecter à nous-mêmes. C'est l'objectif principal. Et à créer de nouveau des possibilités. Et à accueillir, en fait, ces possibilités. Se reconnecter d'une certaine manière aussi avec sa personne. À fond. C'est une ramification de tout ce qui se disperse pour essayer de le rassembler. Ça ouvre la porte sur notre plein potentiel, sur notre illimité. Moi, c'est ce que je ressens. Et étant hypnopraticienne, ma dernière séance de sophrologie, j'ai halluciné. Je suis sortie de là, je me suis dit, mes frères m'a fait le truc. Et presque comme une séance d'hypnose. Elle m'a ouvert la porte à du plein potentiel, en fait. Ces thérapies, ces soins, en fait, sont magnifiques. Sont magnifiques. Je suis reçue. C'est vraiment une ressource, tu te ressources toi-même. Tu te réappropries ta personne et ton... Tu fais connaissance avec toi. Ouais. Connaissance et puis se réapproprier, parce qu'à la base, où t'es pas de corps, et là où t'as retrouvé corps. Tu te réappropries, tu te découvres aussi. C'est pour ça que je dis que tu fais connaissance, parce que peut-être que tant que tu n'étais pas arrivé à ce niveau-là,
tu ne te connaissais pas plus que ça, en fait. Tu fonctionnes avec Le tes café idées vous reçues. rêvez, là, on se fait à la... Tu Le fonctionnes café avec- vous rêvez. Non, mais c'est clair, c'est-à-dire que tu grandis, tu évolues à travers tout ce qu'on t'inculque, etc. Et à un moment donné, ton cerveau lui-même se détache de certaines choses. T'aimes plus ça, t'aimes plus entendre ça, tu veux plus suivre telle personne. Pas ça, ouais, toi, ton cerveau commence à te dire, bon, écoute, t'es là, réveille-toi. Essaie de te réveiller, tu vois. Mais comme tu reçois des idées, tu as dit 7000 par seconde. 7000 infos secondes. Encodé par l'inconscient. Ton cerveau, même s'il veut t'envoyer une information, le truc c'est qu'il est mêlé avec tout ce que tu regardes, tout ce que tu reçois. Et tout ce que tu regardes n'est pas sur du 180 degrés, c'est devant toi. Tu sais, comprends ce que je veux dire? avant, comment tu arrives à retenir des numéros de téléphone? Maintenant, on ne peut pas arrêter. Tu utilisais une partie de ton même des cerveau numéros de pour France. ça. Tu pouvais retenir 06 et Pour quelques. faire quoi? On n'en a plus besoin. Voilà, Ils sont maintenant. tous écrits. On n'a même plus besoin d'aller prendre le calepin ou c'est tellement chiant d'aller prendre le calepin que tu finis par retenir les numéros. Sinon, à chaque fois, tu es obligé de te lever pour aller prendre le calepin. Là, non. Les numéros, ils sont là. Moi j'ai toujours dit, le jour où il y a un blackout, nous mêlez. Nous mêlez. Bah, du coup, ça permettrait... Bon, tout n'est pas non plus à jeter, quoi. Ça, c'est clair. Il y a des choses bien N'est-ce pas, pratiques. Mais l'idée, c'est de pouvoir conscientiser. Tu vois, toi, tu es totalement consciente de cette addiction à la réponse, immédiate. Et on est nombreux dans ce cas-là. Et c'est ça, en fait. C'est pouvoir utiliser ces nombreuses qualités de la conscience, les mettre à notre propre service. Et pour moi, c'est une question de souveraineté, en fait. Tu as des patients qui peuvent avoir ce... Entre parenthèses... Non, tu as dit pas de patient. On dit pas patient. Sophronisé, j'aime bien. Tu as des sophronisés qui peuvent avoir ce genre d'addiction, par exemple. Portable. Addiction par rapport au portable, par rapport à Pour un l'instant, manque. personne n'est venu me voir pour une addiction portable. Personne. Pour d'autres choses, oui. Comme Mais du Qu'est-ce qui coup, revient souvent? eh ben moi, je vais placer... Alors, c'est pas proprement parler de l'addiction dans ce qu'on nous a appris en sophro, mais du coup, je vais placer la dépendance affective dont on avait parlé la dernière fois. Belle thématique. Hein. Mon me demandait, hein. On me ben, demande c'est quand le 2. Hein. Pour l'info, bon, je le dis. Hein. Mais du coup, voilà, donc en fait, la question de dépendance à quelque chose d'extérieur à soi, ça revient, et pour l'instant, c'est beaucoup la dépendance affective. Ça peut être tout type de dépendance, c'est beaucoup ça. Beaucoup la dépendance affective. ça mérite un 2. Ça mérite un 2. Non, ça me fait réfléchir. C'est super intéressant, ça me fait réfléchir. Tu n'es pas le seul, je pense. Hein? Ah ben tant mieux, tant mieux. On est là pour ça. Je vous ai déjà dit stylo, feuille de papier, portable, replay. D'accord. Non, ça me fait beaucoup réfléchir sur moi-même. Parce que j'avoue que j'aime... je sais pas si c'est... Je pense pas que c'est chez tout le monde, mais j'aime prendre du recul sur moi-même. J'aime me remettre en question. Chaque semaine, je suis dans une remise en question. Je suis un éternel insatisfait. Alors éternel, je sais pas, je mets des guillemets, mais je suis toujours insatisfait. Je suis jamais satisfait d'un résultat. Ou sinon, je suis très... Jusqu'au boutiste. Jusqu'au boutiste. Tu n'es pas insatisfait, tu es jusqu'au boutiste. Ça veut dire tu pousses la chose. Maximum, quoi. Tu Non, pousses c'est la vrai. chose à son J'ai maximum. toujours l'impression de ne pas être arrivé là où je dois réellement. Donc si c'est pas arrivé, tu es pas content. Est-ce que, justement, si je viens te voir, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut travailler ensemble? Absolument. Tu peux m'aider à... Aller jusqu'au bout, non. Non, tu vas m'aider à croire encore plus en moi. Absolument. Pour essayer d'atteindre l'objectif que je Apprendre ce souhaite. qui est super positif, à Puis à réaliser ce lâcher qui prise. existe là et à valoriser ce qui existe, à lâcher prise, Ouais, lâcher prise, très à comprendre pourquoi j'ai besoin d'être sans cesse plus tard dans ce qui n'est pas là. Et oui, absolument. Mais excuse-moi, Siana, est-ce que par rapport à Olivier, c'est lui démontrer, comme tu disais, ce qu'il a déjà? Bon, tu as pris un bel exemple. Hein. Je sais que c'est un bel exemple. À constater ce qu'il possède déjà, ou bien se dire, bon, ok, arme-toi davantage et tu arriveras à tes objectifs. Alors du coup, ça dépendra vraiment de l'objectif qu'on va se fixer ensemble. Mais il y a quelque chose qui est important, c'est qu'en fait, le sophrologue doit faire son protocole en fonction du besoin de son patient. Il va dire les vérités. Celui-là, ouais, que genre, il veut arriver, je sais pas moi,
sur la Lune, il va lui dire, bon, réveille-toi un petit peu, ou bien il va lui dire, ben, non, continue. Non. Il va pas lui dire forcément réveille-toi un petit peu, c'est pas trop dans mon éthique en tout cas. Par contre, l'idée c'est que tu prennes conscience de toi-même. D'accord, ok. Tu vois? Donc tu prennes conscience de toi-même, tu prennes conscience. Moi, je vais pas. Bon, effectivement, j'utilise la sophrologie comme base de thérapie holistique. Donc les personnes qui viennent pour une thérapie qui sort du cadre de la sophrologie pure. Univers, tout ce qui est autour Oui. de nous, Donc, toutes les choses qui... Les personnes qui viennent pour une thérapie plus globale, donc en dehors du protocole de sophrologie qui va se terminer à un moment donné, j'utilise quand même la sophrologie comme outil de base. Parce que je trouve que c'est un outil très puissant dans cette question de compréhension de soi et d'accueil de soi. Donc, ça ne sont pas mes intentions qui devront diriger la séance de sophrologie. Ce sont celles posées par le sophronisé qui m'aident à lui permettre d'accueillir des choses. Il y a une limite à la sophrologie? Oui, donc je disais que les personnes qui ont des pathologies mentales ou psychiques doivent avoir l'accord de leur médecin. C'est très important pour ne pas venir créer des crises, en fait, pour ne pas aller contre leur protocole de soins. Quel type de limite? À quel type de limite? Est-ce que la sophrologie, pour sophroniser, ça peut l'aider à son maximum? Comprendre ses limites, non? Alors, du coup, comme la sophrologie rentre dans un cadre holistique, donc on prend la personne sous diverses dimensions de son être. Donc déjà, on ne va pas partir du principe que la sophrologie, à elle-même, va résoudre toutes les problématiques des personnes. Est-ce que ça va résoudre sa venue? Le but de sa visite que je parle. En fait, c'est pas la solution. En fait, tu me dis si je me trompe. La sophrologie n'est pas le résultat de là où tu dois arriver. La sophrologie t'aide à avoir confiance en toi pour que tu y arrives. Pour que tu puisses y arriver. Ouais, tu comprends ce que je veux te dire? C'est pas le résultat. Non, je parle pas de résultat. C'est comme tu parles de limites. Quand je te parle de limite, c'est-à-dire que quelqu'un qui avait, je ne sais pas si on doit dire ça, pathologie, non? Tu disais par exemple à l'exemple de la Lune. Là. Ouais, si je veux devenir astronaute, je vais aller sur la Lune. Ouais, c'est clair que tu vas emmener cette confiance-là pour pouvoir... on parlait de connexion du cerveau, on parlait d'estime de soi. Okay. Ça va emmener tout ça pour pouvoir amener à ses objectifs. La sophrologie va se baser sur les ressources existantes afin de pouvoir les décupler, afin que tu puisses réaliser que tu as des ressources en toi. Et si dans ça, tu réalises qu'il faut, par exemple, un cas concret, un sportif qui s'est cassé la jambe, qui a peur de recommencer, un joueur de tennis qui a peur de retourner sur le court parce qu'il s'est cassé la jambe, c'est compliqué pour lui. Voilà. S'il veut retourner sur le court et que son objectif, c'est de pouvoir avoir suffisamment confiance en lui pour retourner sur le court, mon objectif, c'est qu'il puisse réaliser qu'il a les ressources en lui pour le faire. Qu'il ne va pas se reblesser, qu'il n'ait pas à avoir peur. Je ne vais pas lui dire qu'il ne va pas se reblesser. Non, elle va tout faire pour... le préparer mentalement. Pour qu'il se rebooste, en fait. Et physiquement, renouer avec des sensations existantes et des ressources qui sont intériorisées, qui ne sont pas à la conscience. Tu comprends? Je vais venir l'aider à venir mettre tout ça en éveil. Et si dans ce parcours de sophrologie, il se rend compte qu'il n'a pas, par exemple, je sais que les sportifs doivent avoir une alimentation équilibrée, etc. Moi, je ne vais pas lui garantir, s'il ne met pas le reste en place, de remonter sur le cours. Ce sera à lui de réaliser qu'en fait, il faut qu'il prenne soin de toutes ses autres parts afin de remonter sur le cours. Tu comprends? Tout à fait. Oui, j'ai compris. Donc, et toi, le CLT2A? Voilà, ta seule limite, c'est toi. Ah, mais voilà, ça m'a regardé. Moi, de nos jumeaux. Ça m'a regardé. C'est ça que je cherche dans l'histoire de limite. Donc, Naoui. Non, pas Naoui, excuse-moi, Siana. Oui. Où peut-on te rencontrer? Comment on fait pour une séance Eh bien, on va me voir au cabinet Lamou. Donc, on me contacte avant. Cabinet Lamou, ok. On te contacte comment? Soit par téléphone, soit par mon site. Ouais, de toute façon, mon site va ramener sur mon numéro de téléphone aussi.
Quel est ton numéro de téléphone? Donc 06 96 19 58 89. 06 96 19 58 89. 89. Moi, dis noté. On dit ça. Là oui, c'est le futur, on parle pas encore. Là oui, c'est le futur. Je l'embête pas encore. Là oui, c'est le futur. Là oui, c'est le futur. Il y a des projets en place. Non, mais c'est super intéressant. La sophrologie peut être, pratiquée en famille. C'est-à-dire, on peut venir à 4 là te voir ou... J'ai bien compris que c'est un travail individuel, ça je le comprends. Mais est-ce que le fait de peut-être connaître chaque élément du foyer peut t'aider à mieux booster chaque individu? Ça, c'est dans le cadre de la thérapie que je ne vais pas appeler sophrologie. D'accord. Pour par exemple, je fais de la thérapie de l'accompagnement parental et familial. Je vais utiliser des techniques de sophrologie dans tous les cas, mais ça ne sera pas de la sophrologie pure. Et puis, je fais aussi des ateliers. Des ateliers soit pour les adultes ou les parents, ou pour les enfants, ou pour les deux. D'accord. Pour venir utiliser la sophrologie comme médiation, en fait, entre les deux. Tu parles de médiation, justement, ça me titille depuis tout à l'heure. Est-ce que par exemple, on parlait du harcèlement scolaire il y a quelques semaines. La semaine dernière. C'est la semaine dernière? Ok, il y a quelques jours. Est-ce que j'ai l'impression que pour moi, la sophrologie peut être utile pour combattre un peu le harcèlement scolaire. En fait, vis-à-vis du harceleur, par exemple. Comme beaucoup de thérapies comportementales, c'est un outil qui peut permettre aux agresseurs d'accord. et aux personnes victimes de harcèlement soit de venir réparer, soit de venir réaliser en fait certaines choses. Mais du coup, ça peut se passer de façon intéressante dans des espaces que l'on crée, dans des écoles, dans des espaces extrascolaires, etc. La sophrologie et d'autres choses, l'art thérapie, enfin, pas mal de thérapies en fait. Mais effectivement, ça peut être vraiment des outils intéressants parce qu'on fait des séances de groupe aussi en fait. Mais on ne va pas venir mettre, en tout cas, je ne vais pas venir mettre la personne qui a harcelé et la personne qui a été victime dans le même espace en fait. En tout cas, voilà. Mais en fait, en faisant preuve d'imagination et de créativité, mais ça va encore dépendre beaucoup de la personne que vous avez en face de vous. Si cette personne a sa zone de confort, c'est de pouvoir rester dans son cabinet et avoir un type de personne en particulier, ce sera là sa zone de génie. Si vous avez des sophrologues qui sont plutôt dans quelque chose d'imaginatif et de créatif, et puis parce qu'on est des êtres humains, donc on a d'autres outils en fait, souvent la sophrologie et allié à d'autres outils aussi, on va venir mettre les autres outils en pratique pour les accompagner. La conscience, c'est quelque chose de très important et je vais tomber sur Naoui maintenant. Regardez bien ce qui va se passer. Naoui, explique-nous tu as parlé de ça plusieurs fois. Tu as parlé de plusieurs cerveaux. C'est lié pour moi à la sophrologie. On a combien de cerveaux, s'il te plaît? On a 4 cerveaux qui se sont créés. Un tout petit peu plus fort. On a 4 cerveaux qui se sont créés au fil de l'évolution en fonction de nos besoins. C'est ça, en fait, l'évolution. L'évolution vous débarrasse de ce dont vous n'avez pas besoin. Avant, quand on regarde l'évolution des grands singes à nous, les anciens hommes, tout ça, machin préhistorique, il y avait des poils. Maintenant, on n'en a plus. Bientôt, je suis sûre que dans quelques centaines d'années, on n'aura plus de poils ni sur les parties intimes, ni sous les bras, parce qu'on les retire. Donc à ce moment-là, pareil, je parlais de ça à mon ancienne coloc sur les dents. De plus en plus tôt, on perd nos dents. Nos parents ou nos grands-parents qui perdaient leurs dents après 50 ans, nous, on a 40 ans, 30 ans, on perd nos dents. Pourquoi? Parce qu'on mange de la brioche. À un moment, pourquoi le cerveau va te faire garder des dents solides si tu manges de la brioche et tu manges liquide? Donc, ok. Premier cerveau, c'est la survie individuelle. Le reptilien, c'est le cerveau primitif, survie individuelle, parce qu'avant on était tout seul, il fallait survivre. Donc c'est un mode automatique, non, on-off d'un interrupteur. Il y a danger, il s'allume. Il n'y a pas danger, il s'éteint. Ensuite, la vie de groupe qui s'est formée. Donc on voit bien comme on est dans des groupes. Certains, alors j'aime pas le mot dominant-dominé, mais on a des placements même dans nos petites sociétés. Des petites sociétés qu'on a avec nos copains et autres, des petits écosystèmes comme tu aimes dire. On a nos positionnements, on appelle ça le positionnement grégaire, donc il y a eu celui-là. Ensuite, il a fallu le cerveau pour intégrer les apprentissages. Tu ne survis pas si tous les jours tu apprends à faire la même chose. Il faut qu'à un moment tu l'as appris, tu l'as intégré, tu passes un autre apprentissage. Donc le troisième cerveau. Et puis le quatrième, celui dit intuitif,
qui lui nous donne accès à l'intuition, nous donne accès à beaucoup plus. On dit que ceux qu'on appelle les génies, les hauts potentiels, que ce soit intellectuels ou émotionnels, ce sont ceux qui arrivent plus facilement à obtenir, et pour autant on dit des miettes, de ce cerveau-là en fait, qui lui a accès à l'inconscient qui encode 7000 informations secondes. Donc c'est comme si on est les 7 informations secondes, on est notre conscience. On est les 7 informations secondes et le cerveau préfrontal, c'est lui qui réellement nous donne accès à notre plein potentiel. C'est-à-dire qu'il y a une scène qui se joue, notre conscience, donc nous, on ne capte que 7 informations secondes qui, elles, dépendent de nos biais de confirmation, qui dépendent de nos croyances. C'est-à-dire que si je crois qu'on dit que, en fait, une croyance, c'est une prophétie autoréalisatrice. Si je crois que je vais échouer, mon cerveau, quand il va percevoir, mon corps, mes 5 sens, quand ils vont se retrouver dans une situation, donc à chaque seconde, les 7 informations secondes qu'ils vont capter seront des informations qui viennent confirmer cette croyance. Donc si je crois que je vais échouer, mon cerveau, dans chaque situation que je vais vivre à chaque seconde, va faire le choix des informations qu'il garde et donc des informations avec lesquelles je vais construire mes actes. Quand je pose un acte, quand je prends une décision, c'est toujours par rapport à quelque chose que j'ai perçu et autres. Donc en fait, si je crois que je suis en échec, les informations que je vais capter de mon environnement à chaque instant seront des informations qui vont m'entraîner vers l'échec. Ok. J'insistais sur ça, parce que on laisse ça exprès, parce que comme on parle de travail intérieur, si on ne connaît pas cette base, je pense, enfin du moins j'estime qu'il est intéressant de comprendre que notre cerveau a sa manière de fonctionner, a on va dire son équipe de cerveau, et enfin son équipe de cerveau. Il est divisé en 4 quoi. En 4, et c'est en connaissant un petit peu plus, on se rapproche un peu plus de ses fonctionnalités, on peut commencer à comprendre comment réfléchir, mieux réfléchir. Et à quoi nous donne accès des thérapies comme la sophro. Exact, parce que la sophro, c'est ça, c'est qu'elle nous donne accès à ce plein potentiel. Elle nous permet d'atteindre cet état d'être, cet état de connexion à soi qui peut, même si on n'est pas un génie ou tout ce que tu veux, qui peut nous donner accès, et peut-être qu'on peut tous être des génies grâce à ce genre de thérapie, parce que ça nous donne accès à ces 7000 infosecondes, à toutes ces informations qui nous concernent et qui nous aident à faire de meilleurs choix, en fait. C'est-à-dire, c'est comme si je suis là sans mon sophrologue, sans la sophrologie, et avec la sophrologie, j'ai d'autres informations. J'ai d'autres informations qui pourraient me permettre déjà de me connaître mieux, de faire de meilleurs choix, mais d'autres informations qui, même à elles seules, me permettent de faire... Je trouve ça magnifique, en fait. C'est juste... La nourriture saine. C'est une porte sur du plein potentiel. C'est une porte sur des choses qu'on se pense parce qu'on a des croyances incapables de faire en fait. Mais on a tous un potentiel. Les gens qui disent par exemple, des fois il y a des émissions on n'a pas beaucoup de temps. Il y a des émissions qui disent que une fois je regarde une émission, un gars qui était paraplégique et avec la méditation, avec l'hypnose, le gars a réussi à guérir sa moelle épinière. Et bien la sophrologie nous donne accès à ce cerveau-là en fait, à ce plein potentiel-là. Merci. C'était lourd. C'était lourd ce soir. Non, impeccable. C'était bien parti là, on va reconnaître. En tout cas, voilà. Merci Siana. Avec un plaisir. Merci Naoui, c'était un plaisir. Merci Jonathan, un big plaisir. C'était un plaisir de vous écouter ce soir. Hein. J'ai beaucoup appris. J'espère que vous aussi, téléspectateurs, téléspectatrices, parce que c'était lourd. C'était lourd, comme dirait l'homme Jonath. Je rappelle les chéris, papa géniteur. Si vous voulez l'habiller, de la tête aux pieds, il est là. Tous les mercredis. Tout, enfin, tout, à chaque fois que vous le verrez sur les réseaux et à la télé, excusez-moi. En tout cas, conscience pour conscient pour conscience. Vous êtes dans l'émission Papa Géniteur. À la prochaine. Il joue à bisous en papa au top. Il joue pas bisous en papa en tol. Il joue à bisous en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wallou. Ou les passer pour nous mais l'esprit tipolo en tête tout. Toujours pas repayer tout les station. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion.